rien à gagner Mais il à y en ce a, qu'on mette pas en place attention, il y en a aussi qui ouais. disent non, bon, dans le format actuel, bon, il y en a qui trouvent leur un petit vilain plaisir à diriger des grandes provinces, à s'enrichir seuls. Parce que regardez les provinces actuelles, on collecte les taxes à caractère les taxes locales, par exemple. Vous avez la vignette, vous avez l'impôt foncier, tout ça, les gens collectent ça, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, comme les gens disent couramment dans la ville ici. Mais il y a certains aussi qui sont tentés de dire, bon, coupons la province, moi je deviens aussi un petit gouverneur dans mon coin et puis je fais ça. Mais oui. C'est la politique qui est derrière. Oui, mais pour de mauvais politiciens. C'est-à-dire, il y a la plupart, surtout ceux qui sont pour le découpage, vous devez savoir que les fonctionnements de nos institutions, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau provincial, et qu'on privilégie plus dans les recettes, c'est-à-dire dans les dépenses de fonctionnement des institutions politiques. Vous verrez qu'au niveau central, rien que pour le fonctionnement des institutions, peut vous prendre 40% ou 50% de recettes. Oui. Et les provinces, malheureusement, n'ont pas changé la donne. Et aussi, c'est la même chose. Et vous devez savoir aussi que ces politiciens qui sont pour le découpage, pour eux, même si on donnait le 1 million, ils sont prêts à prendre 800 000 pour se le Pour le partager. fonctionnement politique. Oui, rien que pour le Jusqu'au niveau des fonctionnement, ETD aussi. juste au niveau des ETD et même surtout au niveau de futures provinces. Alors nous, en tant que nationalistes, on ne peut pas cautionner cela. C'est inacceptable parce que nous, on voit la population. Nous nous sommes battus pendant 50 ans pour que cette population puisse vivre dans de meilleures conditions. Alors Mais est-ce on que ne ce peut n'est pas pas tard? accepter. Parce que lorsqu'on était en train d'élaborer la Constitution, on vous avait dit quand on mettait les 40%, il y en a qui appelaient à voter non. Mais beaucoup avaient voulu qu'on vote oui, alors qu'il y avait déjà ces écueils dans la Constitution. Bien, ben, je pense que vous étiez dans les ateliers, vous savez, vous connaissez notre position sur la constitution actuelle. On n'a jamais accepté cette constitution comme étant une constitution définitive. On l'avait considérée comme étant une constitution provisoire parce qu'elle avait été adoptée rien que par de belligérants. C'était un rapport de force entre belligérants. Et donc, s'il y Nous, avait on avait révision d'autres aujourd'hui, à propositions. votre avis, quelles seraient les principales modifications? C'est par exemple cette histoire de coupage territorial Bien sûr, c'est ou évident. de la décentralisation peut-être? C'est évident. Nous sommes pour la décentralisation, mais avec de préalables. Et cette idée des 40%, on ne l'a jamais acceptée. Nous, on pense au Congo uni. Et on ne veut pas qu'une province puisse se développer plus rapidement que d'autres. Nous, on veut que les provinces se développent ensemble. Parce Mais que nous lorsque... sommes dans le cadre d'un Congo uni et Mais indivisible. non, mais dans le cadre aussi des États unitaires, vous savez aussi lorsqu'il y a un centre d'impulsion quelque part, bon, il y a aussi la lourdeur. Hein, pour essayer de jeter un pont, je ne sais pas, à Popo Kabaka, il faut demander l'avis du ministre des infrastructures ici. Lui aussi, il y a toute une cérémonie, les conseils des ministres, alors qu'au niveau local, on a besoin d'aller directement. Mais c'est ça, ça c'est la déconcentration qu'il faut Oui, différencier de la décentralisation. oui, La vraie décentralisation, on s'est dit, il y a un certain nombre de compétences de proximité oui, dont on ne peut demander l'autorisation oui. au niveau du pouvoir central. Et on transfère aussi les ressources de telle manière que les entités au niveau local savent fonctionner sans forcément s'attendre à des dictats du pouvoir central. Ça a toujours été ça, la forme que le PALU a dans ses statuts et règlements intérieurs. C'est cette forme-là que nous voulons. Et si réellement le PALU arrivait à exercer le pouvoir de manière pleine, Ouais. l'exercice effectif du pouvoir, et soyez-en sûrs que cette décentralisation sera appliquée de la plus belle manière qui soit. De la plus belle manière qu'il soit, encore faut-il que ces rêves se réalisent. Alors, nous voyons la situation de province aujourd'hui. Les routes posent problème, en termes d'infrastructures de écoles, santé, vous voyez, il y a même le projet des 1000 écoles. On est en train de construire des écoles dans des provinces, peut-être une école par province alors qu'on en a besoin. Je crois que apparemment le gouvernement central n'est pas encore prêt à lâcher tout ce budget-là qui sinon on va l'appauvrir alors qu'il y a beaucoup de dépenses aussi de souveraineté. Vous voyez que le gouvernement peut un matin se réveiller et puis lâcher prise. C'est une question de volonté politique, de culture démocratique.
Parce que c'est la Constitution l'a dit, on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et on ne doit pas croire que si on donne les ressources aux provinces, eh bien les provinces seront prêtes à faire ce qu'elles veulent. Non, il y a des instruments de l'État qui sont appelés à contrôler l'exécution de finances publiques. Il y a l'inspection générale de finances qui est un grand outil du pouvoir central. Lorsqu'on transfère les ressources, on peut demander à l'inspection générale de finances d'en voir l'utilisation. Et même la Cour de compte, oui. Ce sont malheureusement des structures qu'on ne sait pas fonctionner, qu'on ne fait pas fonctionner. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté dans ce sens-là. Parce qu'en réalité, le Constitution a voulu que le social soit une compétence de province. C'est ainsi que l'éducation, la santé, l'agriculture, la construction de routes et dessertes agricoles sont des compétences exclusives des provinces. Et en principe, la construction des écoles, ces projets, ces fameux projets du pouvoir central, devaient être des projets de province. La construction des hôpitaux dans des provinces, ça devait être la compétence. C'est ça qui alourdit la machine. Et que finalement, le pouvoir central qui n'est qu'à Kinshasa ne saura pas quelles sont les priorités au niveau de la Tchouapa. Il ne saura pas quelles sont les priorités dans Yakoma ou à Bikoro. Non, moi je pense qu'il faut nécessairement décentraliser, sinon le pouvoir central va voir que son action sera toujours inefficace. On va toujours faire la visibilité de quelques petites actions, pourtant la population atteint un peu plus. Mais, alors maintenant on va peut-être atterrir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, on peut le dire, on a publié. Je vous dis que la tribune aussi du député Lutundula a été presque dans le même sens. Lui d'ailleurs c'était beaucoup plus avec les élections locales, parce qu'il se disait, ça amène plus de 20 000 agents, donc un personnel politique de plus de 20 000, sans infrastructure, hein, parce que là il y aura des conseillers au niveau urbain, au niveau des secteurs. Où est-ce que ces gens vont travailler? On va le payer avec l'argent? Parce que l'enveloppe budgétaire n'a pas changé. Alors, et là, nous devons aussi financer nous-mêmes les élections avec une enveloppe de près d'1 milliard de dollars ou plus. Alors, c'est difficile ça. Bien sûr, c'est évident, à moins qu'on ferme les yeux, à moins qu'on ne soit pas républicain. Et moi, je pense que le patriarche, d'ailleurs, a dit une très belle chose. Lorsqu'on est devant ces genres de difficultés, il faut requérir le consensus et être dans un dialogue. Les dialogues, ce n'est pas forcément l'idée de se faire le partage de per diem, parce que c'est ce qui fait que n'importe qui voudrait participer dans ces genres d'assises. Non, les dialogues, c'est quand nous, acteurs politiques de la majorité et acteurs politiques de l'opposition, on s'est dit que non, cette République nous appartient à tous et que devant ces problèmes, nous devons trouver une solution ensemble. Mais pourquoi ne pas prendre, par exemple, ce genre de réflexion et de proposer, par exemple, au Parlement ou au gouvernement carrément, à travers certains canaux qui sont connus, au lieu, par exemple, de chercher un dialogue? Parce que le dialogue, vous savez, chez nous, vous pouvez dire que ce ne sera pas ça, mais on ne sait jamais comment ça commence et comment ça finit. Non, il faut, au fait, le Parlement peut exécuter. Les problèmes avec le Parlement, c'est quoi? Il y a une majorité, il y a une opposition. Il y a des réflexions que l'on doit faire en dehors du cadre normal des institutions. C'est-à-dire, de réflexion, l'on fait, la majorité ne considère pas que l'on doit voter, parce qu'elle a déjà le plus grand nombre de députés, et que l'opposition ne considère pas qu'elle doit non plus s'imposer. C'est-à-dire un cadre où les gens ne font pas prévaloir leur force, leur biceps. C'est-à-dire un cadre républicain où on écoute chacun, où on recherche l'objectivité dans la discussion. Et quand on parle de ces dialogues, les gens ont toujours peur, c'est évident. Mais nous, si vous voulez qu'on puisse simplifier, moi je dirais une discussion. C'est-à-dire en dehors des institutions normales, on discute, on voit qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, on adopte et ça part. Et peut-être au Parlement, on viendra pour exécuter, modifier la loi, ramener à plus tard l'exécution de l'installation de nouvelles provinces, ramener à plus tard les élections locales, s'il le faudra, ou si le gouvernement central démontrera qu'il y a le moyen pour prendre ces gens en charge, eh bien on avance. Alors c'est là où rejoignez, peut-être c'est ce que l'opposition propose, parce que l'opposition propose un calendrier un peu plus assoupli avec
les locales, et tout ça renvoyé à plus tard. On commence par les provinciales pour permettre de changer les assemblées provinciales, les gouverneurs de province et les sénateurs actuels, et puis la présidentielle et la députation nationale. Est-ce que vous êtes au Palou dans ce chemin-là? Je ne voudrais pas Parlez au prendre, nom du parti. Hein, je ne voudrais pas engager le parti, Oui. mais je connais plus ou moins les réflexions au sein du parti. Je suis un cadre du parti et on nous a formés pour lire les 5 documents de base et s'y conformer. Je sais qu'au sein du Palou, on a demandé les calendriers électoraux global, c'est évident. C'est-à-dire on a demandé que les élections locales soient organisées et même les élections législatives nationales et provinciales ainsi que la présidentielle pour 2016. C'est évident. Mais lorsqu'il y a des difficultés qui démontrent que réellement les élections locales ne pourront pas être organisées parce qu'on n'a pas de moyens, on peut requérir un consensus. Et ça, le patriarche l'a dit. Donc, c'est plus ou moins ça la position. Mais au moins, pour ce que dit l'opposition, moi je pense que, comme vous l'aviez dit, vous l'aviez d'ailleurs si bien dit, ce n'est qu'une proposition. Autant que c'est qu'a fait l'honorable Mouzito, c'est-à-dire on n'impose pas. Parce que la CENI est en dessous de la Constitution. La CENI ne peut appliquer que ce que la Constitution dit. Donc la CENI est dans une marche normale. Ce sont maintenant les acteurs politiques qui peuvent se dire, non, lorsqu'on applique la loi comme telle, ça va nous créer des problèmes. Alors, nous devons avoir un consensus entre nous. L'opposition, au lieu d'aller dans une démarche de Burkina Faso pour créer plus de problèmes, l'opposition doit faire de propositions et aller demander, ça doit être de suggestions des institutions, tout en sachant que sa démarche n'est pas constitutionnelle. Sa démarche serait peut-être moralement bonne, mais pas juridiquement bonne. Alors, elle doit être plus ou moins humble et non pas créer de problèmes là où il n'y a pas. Très bien. Alors, on va regarder les Congolais. Un calendrier électoral global, c'est vrai, mais très contraignant. Des difficultés comme écueil, on vient d'en citer ici, installation de nouvelles provinces, élections locales et les autres, un budget colossal pour les élections, un budget aussi colossal pour l'installation de nouvelles provinces, un personnel politique très important qui va s'ajouter. Toutes ces difficultés, à votre avis, vous êtes intellectuel congolais, est-ce que beaucoup, que ce soit les acteurs politiques, de l'opposition, de la majorité, même de la société civile, est-ce que beaucoup de gens ont conscience de ces histoires, de ce que nous sommes en train de dire? Ce qui est vrai, nous devons savoir que le Congo a un problème d'homme d'État. Peu savent qu'on a des problèmes. On aura beaucoup de problèmes avec la décentralisation et le découpage. Beaucoup sont dans des calculs de ventre. Ils se disent que voilà, on crée plus de postes pour les politiques. Ils ne savent pas qu'il y a un plus grand danger. Ils ne savent pas qu'au-delà de ce que nous faisons en politique, le plus important, c'est de contenter ce peuple. Ce peuple qui croupit dans la misère. Ce peuple qui s'attend qu'un jour, que son avenir change. Et son avenir ne changera pas avec un coup de baguette magique. Son avenir changera avec des hommes d'État qui ont une vision pour cette République. Qui explique aussi, mais est-ce que vous ne vous réveillez pas en retard? Parce qu'avant qu'on puisse promulguer cette loi, il aurait fallu la tribune ici, le livre du Premier ministre Mouzito aussi, on le découpe, mais il a été publié en 2010. C'est maintenant qu'on le voit. Voilà. Est-ce que vous avez, surtout qu'au Palou, bon, vous ne communiquez pas, vous aviez peur de dire ça avant, alors que les faits sont là? Non, au fait, je pense que je ne voudrais pas donner raison à ceux qui disent que si on veut cacher la vérité pour les Africains, on doit le mettre dans un ouvrage. Déjà là, c'était je pense un ouvrage qui a été publié plus ou moins suffisamment, mais le problème dans la communication, pratiquement par exemple du Palou, c'est un problème réel. Vous devez comprendre que le Palou, c'est un parti qui a lutté contre la dictature. Eh bien, la dictature a toujours utilisé les médias pour diaboliser le Palou. Et nous, dans le Palou, on nous a appris à ne pas trop tenir compte de l'information qui vient de médias. Parce que vous devez savoir que c'est le média qui a considéré que Lumumba et Gizenga c'était des communistes et que l'on devait achever. Mais aussi, il y a une deuxième raison pour laquelle le Palou a toujours évité le média, c'est parce que quand on luttait contre la dictature, face à la parole unique du dictateur, l'opposition, pour être forte, devait avoir une parole unique. Mais aussi, troisièmement, la troisième raison, nous pensons que ce peuple mérite mieux. Au lieu de trop passer à la télé pour parler, nous devons passer
quand il y a des choses à dire. Mais et ici, ce n'est peut-être pas là, parler. et peut-être Ici, que attendez, là, ici, ce n'est pas parler. On est devant un fait, comme nous sommes en train de dire maintenant. Attention. Par exemple, quand le Parlement est en discussion sur la loi électorale, sur n'importe quelle loi, vous donnez votre position comme parti politique. Voici les difficultés que nous pouvons rencontrer si cette loi venait à être votée en ce terme. Par exemple, la loi électorale, on l'a vu. Voici, par exemple, la loi sur la programmation de l'installation de nouvelles provinces. Voici les difficultés, voici les difficultés. Et là, ça peut permettre à la classe politique à prendre conscience des enjeux de l'heure. Non, toutes les déclarations, je pense qu'à temps voulu, le Palou a toujours pris de déclarations politiques pour orienter l'opinion nationale. Ouais. C'est vrai, au niveau interne, vous ne savez pas combien on forme les jeunes. Moi, tout ce que j'ai dit, on nous l'a appris au sein du parti. Comment est-ce qu'on nous forme pour que l'on soit prêt à œuvrer au sein de l'État et à connaître ces différentes difficultés. De l'ancien Premier ministre patriarche Antoine Gizenga, à l'honorable Mouzito, le permanent Machini, le permanent Makida, tous sont à temps auprès des jeunes pour leur expliquer les difficultés que la République a. Peut-être là où j'accepterai, je pense que le Palou devra un peu plus utiliser les médias, parce qu'au-delà de militants du Palou, il faudra que forcément que le Palou oriente aussi. Parce que cette question ne concerne pas seulement les gens du Palou, c'est c'est toute la population qui a besoin. Et d'ailleurs, c'est à votre honneur aujourd'hui que le Palou soit par exemple le fer de lance qui monte la voie, qui disent non, voilà, le chemin qu'on emprunte nous amène droit vers les murs. Voici la ligne à prendre. Je crois que si jamais on évitait les pires, ce sera l'avantage du Palou, d'ailleurs à votre actif. Je pense que tous les cadres du Palou sont en train de vous entendre. On a toujours eu ce genre de réflexion parce qu'avec nos 50 ans d'existence, d'ailleurs dans les ateliers, on a plus ou moins démontré les grands enjeux de la République. Je pense qu'on doit continuer à le faire parce qu'avec nos 50 ans d'existence, nous avons beaucoup plus d'obligations républicaines que d'autres partis. Et je pense que le cadre du parti non, tenir compte. Non, il faut pas dire ça. Parce que chaque parti est créé avec une idéologie. Vous avez peut-être la vôtre. Alors, on va finir cette émission. Mais moi, j'aime toujours demander, surtout aux jeunes que nous sommes, l'avenir du pays, comment vous le voyez? L'avenir du pays est très bon. Mais, moi, j'ai toujours insisté sur une phrase de Louis XVI. Louis XVI considérait, il disait d'ailleurs, que si jeunesse savait, oui, si vieillesse pouvait, jamais disette n'y aurait. Donc en réalité, il voudrait dire que la jeunesse a le dynamisme, la jeunesse a la force, mais la vieillesse, le vieux ont le savoir. Et nous les jeunes, on doit connaître nos difficultés, on doit connaître nos faiblesses. On ne doit pas être en négation de nos faiblesses. On doit savoir qu'il faut apprendre. Et les vieux aussi doivent savoir qu'ils n'ont pas la force de tout faire. Et qu'ils doivent se servir des jeunes, de leur dynamisme. Et ce n'est que